Depuis toujours, il y a une séquence de jeu qui décide du sort des matchs, de certains matchs. Encore plus en Coupe de France. Une séquence qui ne dépasse jamais plus de 3 secondes, mais qui scelle l'avenir d'une rencontre. Oui, je suis bien sûr sur le point de vous parler des jets de 7 mètres. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est un sacré exercice, et toute une histoire. Celle qui se crée l'espace d'un instant entre un tireur et un gardien de but. Et cette histoire se joue là, maintenant, entre le PSG et le H pour décider du sort de ce quart de finale de Coupe de France. En 2012, le Qatar investit massivement dans le PSG. En 2011, le Paris Handball est alors à la 12e place du championnat et se sauve de peu. Il a un budget de 2,45 millions d'euros, soit le 7e. Montpellier domine encore le handball hexagonal et le club de Nantes émerge. Il se hisse dans les 4 premières places, mais nous en parlerons après. L'investissement massif et le rapatriement du Paris Handball au PSG marquent un virage à 360 degrés. La saison suivante, le club est champion de France, grâce à un recrutement pharaonique. Didier Dinard, Lucas Ballot, Samuel Enrubia et surtout Mikkel Hansen, élu meilleur joueur du monde en 2011. Le PSG gagne le premier championnat de son histoire avec une seule défaite au compteur. Si l'argent n'achète pas le bonheur, il achète au moins les résultats a priori. Là où d'autres clubs construisent patiemment, le PSG lui grille toutes les étapes. Forcément, avec un budget qui passe de 7 millions la première saison pour atteindre plus de 17 millions en 2024, avec près de 10 millions pour le seul investissement qatari, les dés semblent piper. Ils le sont a priori, puisque le PSG, sur les 12 prochaines saisons, sera 10 fois champion de France. Bon, 2 titres qui leur échappent, c'est pas de la chance, tu vas me dire. Sauf que sur un des deux, le championnat a été annulé en raison du Covid. En Coupe de France, le PSG est plus à la peine, si on peut dire, avec 5 coupes gagnées, notamment les 2 dernières. À la peine parce qu'un club qui se développe patiemment émerge. Là où Paris a bâti sa domination grâce à des moyens financiers considérables, le H a construit dans l'ombre. Pendant une décennie, passant de promu à concurrent crédible dans les compétitions européennes. S'appuyant sur la formation des jeunes talents locaux qui sont arrivés à maturité. Des jeunes pétris de talent qui ont maintenant les dents longues. Mais aussi de ses entraîneurs. Parce que depuis 10 ans, le H n'aura changé que 3 fois d'entraîneur. Pour mettre à la tête de son équipe première les adjoints. Apprenant et se formant dans l'ombre de leurs prédécesseurs. De la continuité, de la patience et de l'intelligence. Alors attention, je ne dis pas que le PSG en manque, loin de là. Mais on se retrouve plus, nous Français, ou au moins moi, dans l'image du besogneux prêt à soulever des montagnes. Et la montagne du H, c'est le championnat de France de handball. Parce que oui, je te l'ai pas encore dit, mais depuis 2008 et son arrivée dans l'élite, le H franchit des paliers tranquillement. D'abord entre la 5e et la 9e place, jusqu'en 2014, et dans les 3 premiers du championnat depuis. Alors pourquoi ce match de Coupe de France et cette série de 7 mètres en fin de match est-elle si importante? Revenons à leur confrontation en championnat. En 2021 et 2022, le PSG remporte les 2 confrontations. Or, face à un adversaire qui perd très peu de matchs, sans l'accrocher, il paraît quasi impossible de remporter le championnat. En 2023, chaque équipe remporte le match chez lui. Et le H termine à un point de l'ogre parisien. Ce quart de finale de la Coupe de France arrive à un moment charnière de la saison qui peut marquer un tournant, celui de la fin de l'hégémonie parisienne. Le H a encore gagné chez lui. Sauf que l'effectif s'est lourdement renforcé, notamment avec Ayoub Abdi, arrière droit talentueux, Matej Gaber ou encore Ignacio Biosca, le gardien de but espagnol, permettant au H de gagner en profondeur de banc et de jouer le marathon qu'est le championnat de France, tout en gardant son ADN et ses jeunes loups aux dents longues, Aymeric Mine, Thibaut Brier ou encore Lucas de la Bretèche pour ne citer que. Nous voilà Salpierre de Coubertin, entre du PSG, dans une ambiance chaude. Le bruit est assourdissant. Les spectateurs ne s'y sont pas trompés. Une partie de la saison se joue peut-être déjà là. Sur le terrain, on sent que ce n'est pas un simple quart de finale de Coupe de France, mais tout autre chose. La tension est palpable, les 2 équipes se rendent coup pour coup. Il faut seulement 2 minutes pour que Mathieu Grébilles, sur une intervention malheureuse, gêne l'occasion de but illégalement. Coup de sifflet long et fort de l'arbitre, immédiatement suivi du geste fatal, le point de 7 mètres.
Valero Rivera s'empare du ballon. Il a les mains mouillées de sueur, suite à la bataille des premières minutes. Son regard se fixe sur le but, tandis que le public parisien gronde. Cette pression est soit tueuse, soit galvanisante. Mais Valero, lui, semble être dans une bulle de concentration. Il marche calmement vers la ligne des 7 mètres. À chaque pas, le bruit s'intensifie, mais dans sa tête, rien d'autre que le ballon et la cible. Il ne prête plus attention au public. Il cherche le gardien dans son champ de vision. Yannick Green, en face, se tient prêt, ses mains légèrement ouvertes, mais son regard acéré. Il n'avancera pas au-delà de la règle, 3 mètres, juste assez pour être dans la bonne position, sans jamais franchir la ligne. Valero se place, centré, derrière la ligne des 7 mètres. Il fait rebondir le ballon une dernière fois. C'est son rituel. Il respire profondément, puis le regard se fixe sur la balle. Chaque geste sera calculé, chaque feinte préparée, chaque mouvement prêt à la seconde près. Parce que dès qu'il entendra le coup de sifflet, il aura 3 secondes pour se décider. Le public semble se figer. Le bruit de fond devient un brouhaha lointain. Seuls les rebonds du ballon résonnent dans sa tête. L'arbitre siffle. Un silence lourd s'installe alors qu'il s'élance. Valero prend de l'élan, il veut tirer fort. Le ballon s'envole. Valero baisse les yeux. Il le sait. Ce tir-là pourrait ne pas revenir. Et s'il revient, il n'aura plus le droit à l'erreur. Les deux équipes restent à égalité. Le public parisien exulte. Mais le silence retombe rapidement et les bruits des pas, des gestes, reprennent leur place dans l'arène. Cette égalité, elle va durer. 31-31 à 6 minutes de la fin du match. Moment où tous les matchs serrés peuvent basculer. Moment où Wallem Peleka, jusque-là impeccable défensivement, voit Baptiste Bonnefond arriver vers lui. Il est seul, isolé. Du haut de ses 23 ans dans un match clé, le natif du club se lance dans un duel qui peut faire la différence. Bonnefond s'avance, rapidement, il reprend la distance, équilibré, prêt à agir. Il se dit qu'il est plutôt bien parti, il est confiant sur ce duel. Mais Bonnefond accélère dans l'espace en levant le bras pour lui baisser les siens. Heureusement, il est trop loin. Wallem agit avec force pour le bloquer. Il sent l'épaule de son adversaire le percuter. Bonnefond s'écroule dans ses bras. L'arbitre siffle. L'attaquant n'a pas le droit de le percuter s'il est équilibré. Pourtant, Bonnefond est au sol. Il se roule par terre, comme blessé. Mais c'est lui qui a fait faute. Les Nantais vont voir l'arbitre en demandant la sanction. C'est l'incompréhension pour Wallem, et ses partenaires ne comprennent pas non plus. La tension est palpable. Cette décision peut clairement changer le cours du match. Un passage en force de l'attaquant nantais qui a percuté Wallem sans chercher à l'éviter donnerait au PSG l'occasion de passer devant. Mais si Bonnefond se roule au sol, c'est qu'il y a potentiellement une grosse faute de Wallem et une sanction de 2 minutes. Mais pourquoi ? Les arbitres se concertent. Bonnefond est toujours au sol. Il se tient le visage. Wallem Peleka refait surface et se souvient. Dans l'intensité de cette action, il a touché le visage. Il est désespéré. Cela peut être un tournant pour le H, et assis sur le banc, il le sait. C'est sa première exclusion, mais elle peut coûter très cher. Le regard dans le vide, il s'en veut. Nantes gère bien ses supériorités numériques en attaque. Mais Paris répond systématiquement. On sent bien que ça va jouer un détail. Peut-être à cette ultime attaque de Nantes, dans les 20 dernières secondes du temps réglementaire. Grégory Cojean se lève et va poser le carton vert sur la table de marque. Ses joueurs le voient. Ils le savent. C'est ce qu'il faut faire pour mettre au point une dernière stratégie, afin de battre la défense parisienne. Le buzzer retentit. La salle s'obscurcit. Les Nantais se retrouvent dans le cercle lumineux. Ils se regroupent autour de Grégory Cojean qui prend la parole. Il doit être précis dans ce qu'il va dire. Il le sait. 1 minute, c'est court. Il parie sur une défense avec un joueur haut de Paris et une stratégie qui se terminera sur Aymeric Mine, auteur de 9 buts à 100% de réussite. Il lui fait forcément confiance dans cette tâche. Aymeric est passé de jeune loup aux dents longues à un des joueurs cadres de ce groupe. Par contre, Greg Cojean sait que ses joueurs doivent aller au bout du temps. Il reste 12 secondes. Si jamais il marque trop vite, le PSG aura une balle d'égalisation. Encore pire, si jamais Aymeric échoue, ils auront une balle de victoire. Mais ça, il ne l'envisage pas, il lui fait confiance. Le jeu reprend. Le PSG a fait monter Wallem Peleka. Mine et Brié font le mouvement demandé par Greg Cojean. Julien Bosse réceptionne le ballon.
Il veut jouer avec Aymeric Mine, mais impossible. Prandy monte. Du coin de l'œil, il le voit. Il va devoir l'éviter par l'extérieur. Il sait parfaitement le faire. Il tourne sur lui-même et va poser le dribble, mais il tombe. Le banc parisien exulte. Le public gronde. Il demande une faute. La décision des arbitres ne tarde pas à arriver. Ils arrêtent le temps et rendent le ballon au Nantais. Le genou d'Eloum Prandy l'a bloqué et l'a percuté à la cuisse. Il sent la douleur, mais il l'oublie. Parce que tout va se jouer là. Il est déterminé. Il sait que ce ballon va coûter cher. Et que sa décision et son action pourront faire la différence dans ce match. Il a déjà marqué à 7 reprises. Il reste 4 secondes. Il regarde le ballon, le contre, et au loin Palika. Il y a un espace à gauche. Il regarde l'espace pour faire comprendre à son partenaire qu'il ira par là. Sauf que Gréby le voit. Cela va jouer à la vitesse. Julien Bosse en est conscient. Le ballon quitte la main de son partenaire. Gréby monte. Mais au final, Prandy à 6 mètres est resté concentré. Il saute et contre sur le bras. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'action de Prandy, Julien Bosse ne peut tirer qu'à droite. Prandy est face à Julien Bosse. Il voit le ballon partir. Il le suit des yeux. Il n'a qu'un espoir, qu'Andrea Palika ait compris. Qu'il ait lu cette situation qui pourrait lui donner une chance de continuer, ou qui mettrait un terme à ce match. Il voit une ombre verte se jeter vers le ballon et le dévier vers la ligne de fond. Il entend le public exploser. Il chute, et Walem Peleka vient le relever. Le spécialiste de la défense sait qu'Elohim vient de leur offrir la séance des jets de 7 mètres. C'est la particularité de la Coupe de France. Pas de temps supplémentaire. Les entraîneurs vont choisir 5 joueurs pour les jets de 7 mètres. Tous seront tirés. Greg Cogent mesure l'importance de ce choix, mais il sait aussi que 75% des 7 mètres sont marqués à ce niveau-là. Or, si jamais les deux équipes ne se départagent pas, 5 nouveaux tireurs sont choisis. Mais cette fois, c'est à la mort subite. Ce match peut tout changer pour ces joueurs. Il peut leur donner le supplément d'âme qu'il leur manquait pour croire au titre. Battre 2 fois Paris, ce serait plus qu'une victoire, ce serait une preuve. Une preuve que ce groupe peut durer, résister, gagner un marathon. Mais là, maintenant, tout se joue en 3 secondes. Ce n'est plus une question de tactique, c'est une question de nerfs. Qui osera encore quand tout le monde tremble ? Pour ce premier duel, les deux équipes envoient leur symbole. 15 ans que Valero Rivera porte le maillot du H. 15 ans qu'il marque. Et pourtant, aujourd'hui, il n'aura tiré qu'un seul 7 mètres. Et il l'a manqué. Il récupère le ballon, le fait rebondir. 13 mètres à parcourir. 13 mètres pour entrer dans sa bulle. À chaque pas, le bruit monte. Mais lui s'en éloigne. Il n'entend plus que le cuir qui claque contre sa main. Face à lui, Andrea Palika, l'un des meilleurs gardiens du monde. L'artiste froid contre le gardien incandescent. L'un calcule, l'autre explose. Valero fixe la ligne des 7 mètres. Il se place, légèrement décalé, juste assez pour ouvrir un angle. Il connaît ses stats, 80% de réussite. Il connaît Palika, et Palika le connaît. L'arbitre siffle. Rivera s'élance, pas de feinte, juste un tir placé. Palika déclenche trop tard. Il touche le ballon mais pas assez. But. Les Nantais exultent. Sur le banc, Greg Cogent sourit à peine. Il savait. Valero Rivera n'a pas raté 2 fois dans le même match depuis des années. Cogent voit ses joueurs se réjouir. Un exploit d'Ivan les mettrait sur les bons rails. Le coach parisien a choisi Kamil Šipčák, son spécialiste des 7 mètres. Son colosse au sens propre comme au figuré, puisqu'il est le meilleur buteur de cette rencontre. Quand il se saisit du ballon, il sait déjà ce qu'il va faire. Une première feinte, pour vérifier qu'Ivan Pešić va chercher à utiliser son explosivité. Ensuite, il verra selon ce qui se passe devant lui. Le coup de sifflet retentit. Première feinte, parade vers le bas. Kamil voit une ouverture en haut. Mais c'est sans doute un piège. Il décide de refeinter, mais le temps lui est compté. Pas plus de 3 secondes. Il faut enchaîner très vite. Pešić est à quelques centimètres de toucher le ballon. Le public hurle, mais de joie. Kamil finit au sol après ce duel intense. Ça s'est joué à pas grand chose, mais ça passe pour le PSG. Le troisième tireur à avoir échoué se présente. Julien Bosse, en se saisissant du ballon, se souvient encore de son 7 mètres manqué. Mais aussi de son dernier tir, qui aurait pu donner la victoire aux siens. Mais peu importe, c'est fait. C'est pas son genre de se poser autant de questions. Il veut marquer le coup. Il n'est pas arrivé en équipe de France par hasard. Et Palika est un gardien de classe internationale, face à qui il se doit de briller.
Julien ne quitte pas Palika du regard. Palika est le calme scandinave. Julien y opposera sa fougue et sa technique. Plus il l'observe et plus il a l'impression de le comprendre, de saisir ce qu'il veut. Il a les bras hauts. Il veut empêcher un tir côté droit, pour l'amener en bas, son point fort. Première feinte en bas. En face, Palika déclenche une parade basse, exactement où le ballon aurait dû partir. Il feinte en bas, puis rabat le ballon. Quitte ou double. Si le gardien change de stratégie, c'est fini. Il repositionne le ballon. Tout son corps relâché part vers la gauche. Il voit Palika déclencher la parade. Reste plus qu'à finir le geste avec sa main. Il ne peut pas s'empêcher de penser à son 7 mètres précédent où le ballon lui avait échappé. Mais c'est trop tard. Son corps est lancé. Il agit seul à présent, comme en pilote automatique. Il ne peut plus juger que du résultat. Et il est plutôt bon. Palika déclenche la parade voulue, mais le ballon part à l'opposé. Libération, satisfaction. Julien Bosse exulte. La rédemption après son échec précédent. Et un tir qui va mettre un coup au mental du gardien parisien. Sans aucun doute. Ivan Pešić est dans son but. Son adversaire est à présent Ferran Solé. Le gaucher longiligne est un technicien hors pair. Il est positionné au centre des 7 mètres. Cela ne change pas grand-chose pour Ivan, qui jouera plus sur sa vitesse et sa lecture du tireur parisien. La sueur coule le long de son visage, mais il reste concentré sur les indices à prendre pour prédire le tir possible. Il le sait, un arrêt passera par là. Le coup de sifflet retentit. Il décide de baisser sa main droite pour donner à Ferran Solé l'envie de tirer là, ou au moins le faire réfléchir et casser son rituel de tir. Ferran lance le bras dans l'autre direction, c'est une feinte. La concentration d'Ivan est à son maximum. Son focus est sur le ballon. Il se déplace vers la gauche. Il le suit avec de petits pas rapides, pour rester en contact avec le sol. Cette rigueur l'amènera à l'arrêt, c'est la base du poste, la base de son jeu. Avec le temps, il le sait, il reste peu de temps, il n'y aura plus de feinte. C'est maintenant que tout va se jouer. Le ballon est derrière son adversaire. Il se rapproche du centre. Ne jamais le quitter des yeux, jamais. Le corps du tireur se désaxe, il va tirer à droite. Ah, attends, non, c'est un piège. Le ballon part dans l'autre sens, mais c'est trop tard. Ne pas quitter le ballon des yeux. C'était ça la règle. Ivan va chercher le ballon dans son but, il s'en veut. Mais il aura sans doute une autre chance. Puisque le tireur suivant, c'est Emric, le monsieur propre de l'équipe. Ce 7 mètres devrait être une formalité pour lui. Attends, stop. Le coach parisien a décidé de changer de gardien. C'est Yannick Green qui arrive dans le but. Dynamiquement pour se mettre en jambes et tête basse pour entrer en état de flow. Emric semble crispé. Il fait rebondir son ballon tête basse. Son visage est crispé. Yannick Green le sent et il bouge dans tous les sens. L'arbitre siffle. Yannick Green se fige. Emric fait un premier geste lent. Trop tard, le ballon est entré. Un tir en douceur qui ravit une partie de ses partenaires, tandis que les autres sont encore sous le choc. Là, c'est sûr, les tireurs nantais ont pris l'avantage sur les gardiens parisiens. Reste plus qu'à faire un petit arrêt. Pour le tir suivant, c'est presque un Nantais qui vient défier le gardien nantais. David Balaguer, c'est 7 ans au club de Nantes. Forcément, quand il se saisit du ballon, ce 7 mètres a une autre saveur. Partagé entre ses anciens partenaires, Aymeric Mine ou encore Valero Rivera, qu'il côtoie aussi en sélection. Ce 7 mètres aurait presque un brin de nostalgie. Dans le but, Ignacio Biosca, ancien complice aux Jeux méditerranéens 2018. Une autre vie. Sauf que c'est pas le moment de penser à tout ça. David Balaguer le sait. D'ailleurs, il n'y a jamais pensé. Son professionnalisme reprend le dessus. Tout est dans la tête. Il attend le coup de sifflet de l'arbitre. Une première feinte, un grand pas vers la gauche. Son pied sort de derrière la ligne, largement, mais ne la dépasse pas. Biosca l'a suivi. Le reste est un balai en miroir entre les deux hommes. Balaguer pousse sur la jambe pour se grandir, tout comme Biosca. Le mimétisme est saisissant dans ce duel au sommet. Le premier qui donnera un indice perdra ou piégera l'autre. Balaguer commence à être déséquilibré. Biosca saisit l'occasion. Il lève la jambe. Balaguer le voit et tire en dessous. Dans un ultime effort, Biosca envoie son corps vers le ballon. Il plonge. Trop tard. Le ballon est déjà derrière lui. Balaguer ne célèbre pas vraiment. Mais Paris repasse devant. Et Nantes sait désormais que même Biosca doute. Théo Havelange est le prochain tireur nantais. Avant-dernier tireur et peut-être l'ultime faux pas. Arrivé au H en 2022, il est là pour ça, pour ce genre de match.
Son 6 sur 6 lui a permis de faire le plein de confiance. Théo a pris le ballon, mais ses doigts serrent trop fort. Yannick Green monte vers lui et l'observe. Il sent sa présence et jette un œil furtif, puis reprend sa préparation. Il est concentré, mais le regard du Danois le pénètre. Il se tourne vers l'arbitre, qui siffle. Une feinte vers la droite. Green se déplace rapidement. Quoi faire? Tirer fort? Vite? Green s'interpose. Le ballon file vers le mur. Il crie. Le public l'acclame. Théo se relève et marche vers ses partenaires, le regard vide. Les esprits nantais s'échauffent. Ils défendent leur partenaire. Mais dans le fond, ils ont compris. Attends, non, une chance se profile. Le PSG envoie le jeune Léo Plantin, 22 ans. Premier contrat avec le PSG en 2023. L'insouciance de la jeunesse face à l'expérience d'Ignacio Biosca. Le jeune Léo Plantin marche. Il sait qu'il peut faire la différence. Mais la pression est énorme. Les arbitres sont mal positionnés. Léo attend le signal pour se préparer. Une feinte à gauche. Vite, il réajuste l'équilibre. Une explosion de force et de libération. C'était tout ou rien. Le tir de Léo est passé. La balle est dans le but et déjà Julien Boss se précipite pour récupérer le ballon. Le fardeau est sur les épaules de Noam Léopold, le jeune prodige, arrivé en début de saison. La scène est à lui maintenant. Il tient son ballon à deux mains et observe Yannick Green. Pas un regard pour l'arbitre, juste Yannick Green. Ce regard direct, éprouvant, pour l'un comme pour l'autre. Il arme, il se concentre. C'est le seul tireur à ne pas regarder l'arbitre. Il arme le ballon et ne le quitte pas des yeux. Preuve d'assurance ou folie pure? Une première feinte. Green répond et se replace très rapidement. Noam replace le ballon dans sa main. La tenue du ballon sera importante pour la suite. Tir à droite. Et non, coup de poignet à gauche. Yaya Omar sera le dernier tireur parisien. Entre ses mains, le ballon de la victoire ou d'une nouvelle série de 7 mètres. Une mort subite pour Nantes avant l'heure. Avec en sauveur potentiel, Ivan Pešić, de retour dans le but. Toute la pression est sur lui. Il est condamné à l'arrêt. Yaya Omar, face à lui, est un immense gaucher. Il faut prendre de la place. Lever les bras pour le forcer à tirer vers le bas. Ivan sent l'adrénaline monter. Il n'observe que le ballon. Il ressent chacun de ses mouvements. Le ballon monte, une feinte sans doute ou un tir croisé. Les tirs côté bras sont très rares. Attends, sauf que tu n'as peut-être pas remarqué, c'est que 2 secondes avant, Yaya Omar est très relâché quand il dribble au sol. Appliqué. Il a un plan. Son regard en dit long. Il ne regardera ni Evan, ni l'arbitre. Il est dans son plan. Et il est clair. Se concentrer sur la trajectoire du ballon. Visualiser l'endroit du tir. Il ne fera pas de feinte. Il va jouer sur son atout, sa puissance. Une dernière fois, il se concentre. Il est là. Devant lui, Pešić. Dans le but, sa cible. Ivan est là, devant le ballon, prêt. Va-t-il anticiper du bon côté? Le temps se fige. Le ballon heurte le filet. Le public hurle de joie. Ivan est parti du mauvais côté. Le poids de l'échec sur ses épaules, il va chercher le ballon. Les Parisiens accourent vers lui. La délivrance pour le PSG. Le double tenant du titre est éliminé. Le H vient de laisser passer plus qu'un titre. Une occasion de montrer qu'il est passé devant le leader cette saison. Ce match, cette séance de 7 mètres, c'était bien plus qu'une simple question de technique. C'était du mental pur, pas de place à l'erreur. Chaque tir, chaque mouvement, chaque seconde comptait. Et au final, malgré les efforts, la pression et l'envie, le H a perdu. Mais là où certains verraient un échec, je vois une véritable opportunité. Ce match montre que la victoire, parfois, ça ne se joue pas uniquement sur la technique. Il y a ce truc invisible, cette petite différence, qui fait que ça passe ou ça casse. Ce moment change tout, parce qu'il met en lumière la dure réalité du sport de haut niveau. La défaite fait partie du processus, mais ça ne fait pas de nous des perdants pour autant, à condition de la questionner, de l'utiliser pour forger l'équipe, la rendre encore plus déterminée, encore plus affûtée, encore plus prête. Parce qu'un groupe qui tombe et se relève, c'est un groupe qui va encore plus loin. Ce n'est pas un point final, mais un retour à la salle, pour être plus fort la prochaine fois. C'est ce qui fait qu'à chaque occasion ratée, on apprend à mieux gérer la pression, à mieux maîtriser ce moment crucial. Et c'est là qu'il faut se poser la vraie question. Pour un 7 mètres, est-ce qu'on se concentre sur la force brute ou est-ce qu'on apprend à contrôler le mental et à choisir son tir avec sagesse? Beaucoup d'entraîneurs, mais aussi certains joueurs, pensent qu'il faut tirer fort pour marquer. Et pourtant, dans ces moments-là,
c'est souvent ce qu'on ne voit pas, la gestion du stress, l'intelligence de la situation qui fait la différence. Dans la prochaine vidéo, on va décortiquer ce qu'il faut vraiment maîtriser pour marquer à coup sûr dans ces situations stressantes. Parce qu'il ne suffit pas de tirer fort pour marquer. Et dans le sport de haut niveau, ce sont souvent les détails qui font basculer l'issue du match.